Et donc, je te laisse commencer, Paul. D'accord, bon, je m'appelle Paul Barrère et avec Margot, on va vous présenter du coup le parcours astronomie astrophysique du master de AIS. Sur la forme, en fait, il est quasiment identique au DSG, donc on va pouvoir aller, je pense, un peu plus vite sur la présence sur certaines slides. Et puis du coup, on va plus, va commenter, en fait, on va compléter un petit peu dans ce qu'avaient dit Thomas et Emma. Voilà, voilà. Donc pour ma part, moi je savais en fait depuis un moment que je voulais faire de l'astrophysique. Euh, donc en fait j'ai fait une prépa, un PSI-MP, donc pour avoir vraiment de très bonnes bases en maths et pour pouvoir tenter aussi l'école normale supérieure, mais bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et puis finalement, je suis parti en magistère à Paris 7 de physique fondamentale. Donc j'ai fait ma L3 et ma M1 là-bas. Et en fait, ce qui est un avantage, je pense, de faire physique fondamentale en M1 aussi, c'est que ça m'a permis de m'introduire à certaines matières comme relativité générale et aussi les plasmas pour après être plus à l'aise dans certaines matières du Master 2. Et donc, de mon côté, donc c'est vrai que, en fait, on s'est croisés avec Paul dans notre cursus et on s'est retrouvés en Master 2, donc c'est marrant. Vous pouvez retrouver des personnes comme ça. Voilà, c'est coïncidence de la vie. Donc, pareil, j'ai commencé par les classes préparatoires. Donc, j'ai fait 3 ans. J'ai fait une 5 demi en MP et donc, j'ai été admise à une école d'ingénieurs qui était sur Lyon. Mais avec mon parcours, il fallait que je fasse de la robotique. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était clairement pas pour moi. Que en fait, ce que j'appréciais, c'était surtout les cours de physique fondamentale. En fait, en prépa, donc ça ressemble quand même globalement au programme que vous avez en université, sauf qu'on vous, bah, voilà, pour sélectionner, voilà, donc ça se fait en 2 ans. Vous allez quand même aussi un peu plus loin sur certaines choses, mais en soi, c'est pour ça d'ailleurs que donc, les personnes qui, soit par choix, soit par défaut, ils vont après, ils se réorientent en licence 3 ou 2 en fonction du niveau qu'ils ont en prépa, donc en université, parce que bah, c'est totalement possible. Il n'y a pas vraiment de question de réorientation professionnelle en soi. Donc, je suis allée à Paris Diderot, donc maintenant qui s'appelle Université de Paris depuis peu pour faire la même licence fondamentale que Paul. Et donc, j'ai intégré par contre, dès le M1, l'Observatoire de Paris. Mais donc, la plaquette a changé, donc c'est pas le même que celui que Aurore vous a présenté. Donc, nous, c'était en français. Et on pense que c'est vraiment une bonne chose que ce soit en anglais, puisque de toute façon, notamment, enfin, rien qu'en règle générale, l'anglais est vraiment dominant, mais en plus, dans la recherche, si vous souhaitez vraiment vous orienter dans la recherche ou même dans l'ingénierie en général, vous allez parler en anglais tout le temps. Donc, c'est très pratique de commencer, voilà, de commencer à pratiquer l'anglais de manière quotidienne le plus tôt possible. Donc pour la structure, ben, c'est pareil que pour le parcours DSG. On a 5 matières fondamentales, 4 en thématique, 2 yeux d'informatique pour nous introduire au langage, enfin, pour nous mettre plus à l'aise dans le langage de Python et Fortran, même si ce ne sont pas des matières axées à nous apprendre la programmation spécialement. On a aussi 4 demi-journées pour tout ce qui est la thèse, l'après la thèse aussi, et aussi les visites de laboratoire, donc qui cette année se sont faites à distance, mais qui étaient très intéressantes et les intervenants avaient fait beaucoup d'efforts pour vraiment rendre la visite à distance plus agréable. Et pour chaque matière, en fait, on a un examen. Je ne pense pas qu'il y ait de contrôle continu à part pour les matières d'informatique. Euh, et les sections se font en général en décembre pour la première partie du semestre 1 et fin février voilà, pour la fin du semestre 1. Mm. Donc, alors pour compléter, donc ensuite on va vous réafficher un peu les emplois du temps. Donc, on ne va pas vraiment détailler comme Thomas et Emma l'ont fait, parce qu'en fait, vous allez voir que c'est effectivement très similaire, sauf qu'il y aura pour les cours fondamentaux et chacune des formations DG ou AEA, on a une thématique, on a une matière qui nous est imposée, c'est notre dominante, notre majeure. Mais par contre, pour les options de thématiques, qui sont du coup plutôt effectivement la deuxième partie du premier semestre, en janvier-février, là par contre, il y a des matières qui sont clairement réservées que à la formation AEA ou DG. Donc, il y a quand même une différence qui est faite. C'est-à-dire que si vous aimez vraiment faire de l'astrophysique, et vous allez voir quelle matière ça touche, il vaut mieux faire AEA parce que DG, du coup, ne peut pas, voilà, n'aura pas accès exactement à toutes les matières. Donc, il faut juste faire attention à ça.
Mais sinon, globalement, c'est comme si on n'était qu'une seule grosse promotion. Donc, on est à peu près 40 d'ailleurs cette année. Donc, 10 en DSG à peu près et 30, une trentaine donc en AEA. Mais ça, normalement, c'est un peu plus équilibré. C'est une vingtaine normalement. Mais voilà, parfois, il y a des promotions qui sont plus petites ou plus grandes. Et la répartition garçon-fille, d'ailleurs, elle est plutôt homogène, enfin, à part pour des G, mais sinon, ça tend à quand même à être assez équitable. Donc, aussi, par rapport aux 4 demi-journées, en fait, ça montre qu'on est vraiment encadré et c'est vraiment important, on pense, en Master 2, sachant qu'il y a quand même pas mal de, de choses importantes. Il y a beaucoup de choix qui doivent être faits. Au-delà des matières, on doit chercher notre stage, effectivement, dès limite les premiers jours de septembre. Ensuite, il y a la thèse, si vous voulez la faire. Et donc, assez vite, au cours de l'année, on a ces demi-journées qui sont banalisées pour, en fait, nous donner toutes les informations pour faciliter le travail de recherche, en fait. Donc, ça, c'est vraiment appréciable. On rencontre aussi les alumni et je pense que c'est important d'avoir un retour aussi de nos prédécesseurs qui sont soit en postdoctorat, soit en train de terminer leur doctorat ou qui viennent d'être titularisés. Donc, c'est super qu'ils mettent ça en place au Master 2 AIA et DSG. Aussi, dernière petite chose, alors effectivement, nous n'avons pas trop de vacances. En fait, on n'en a qu'une seule. C'était en décembre parce que je pense qu'ils sont obligés. S'ils pouvaient, ils ne l'auraient pas donné. Mais voilà, donc c'est très dur. Donc en soi, on a nos vacances en juillet-août parce que les stages doivent être 3 mois minimum et ça peut être en 4-5 mois en fonction des personnes qui choisissent. Donc c'est une année vraiment sprint. Donc il faut tout donner, mais voilà, donc c'est dur. Mais après, avec l'ambiance de la classe et de la richesse des cours, ça compense quand même. Mais voilà, il faut vous préparer. C'est vraiment le premier pied dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de vacances que ça. Donc après, pour les UE, voilà, peut-être on a les mêmes qu'en DSG. Là, je vais peut-être mettre l'accent un peu plus sur l'instrument, sur instrument observation et rayonnement. Instrument observation, je pense, quand on est dans le parcours A, c'est assez important quand même. Ça nous donne au moins les bases de tout ce qui est observation, instrumentation, même si après on ne se lance pas du tout dedans. Moi, par exemple, pour ma part, je vais plutôt me lancer dans la simulation et les modélisations, donc je n'aurai pas forcément besoin, mais on aura au moins les bases. J'aurai au moins les bases. Et ensuite, rayonnement, bon, c'est indispensable aussi, vu que quasiment toutes les thématiques d'astrophysique demandent de connaître tout ce qui est transfert de rayonnement, d'étudier des spectres qu'on nous mesure, etc. Aussi, c'est peut-être la seule matière où finalement on refait un peu de mécanique quantique, donc c'est important d'avoir les bases déjà de mécanique quantique parce que ça va assez vite. Et le cours est très très dense, enfin, moi j'ai trouvé très très dense pour le coup. Ouais, pareil. Et puis, alors par contre, ce qui est assez bien fait, c'est que bon, même si en fait, toutes les matières, ils vont quand même partir du principe presque que vous n'avez pas eu suivi ces matières. Par exemple, j'avais jamais fait de mécanique des fluides et le professeur qu'on a eu, il était génial parce les premiers chapitres, c'était vraiment une super introduction et un résumé de toutes les bases. Donc voilà, j'ai quand même réussi à suivre. Et ça, je pense que c'est une force. Donc, enfin, n'ayez pas peur en soi en Master 2, ça vous aide clairement. Je pense que moi, juste 3 mois de mécanique des flux m'a pas permis de vraiment saisir peut-être toute la complexité. Et voilà, je suis clairement pas une experte, mais pour autant, voilà, je l'ai fait au moins une fois. Et ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas fait. Les professeurs, à chaque fois, ils prennent le temps de refaire les rappels. Donc, je pense que c'est aussi important de le noter. Euh, voilà. Et aussi pour les examens, effectivement, la plupart sont en décembre et en février. Mais vous n'avez pas une semaine, vous n'avez que des examens. Ça se fait un peu au compte-gouttes, en fait. Dès que vous finissez une matière, vous avez juste la prochaine séance, il n'y a pas cours. Donc, vous n'avez pas de semaine de révision, mais vous avez l'heure de cours qui est dégagée pour, du coup, réviser, poser des questions ou voilà. Euh, mais donc en soi, c'est rare qu'on ait 2 examens la même semaine, donc c'est assez pratique quand même. Donc voilà, on n'a pas de semaine de révision, mais on a rarement des examens qui sont la même semaine. Ça peut arriver, mais il y en a pas beaucoup. En tout cas, en AIA, moi personnellement, j'en ai pas eu quasiment. Juste Oui, là, cette semaine, on a eu 2. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les thématiques. Donc, oui, donc là, les thématiques, vraiment les thématiques qui sont vraiment coloriées, astronomie, astrophysique,
Là, c'est la physique solaire, plasma et milieu interstellaire. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les prendre pour le coup, hein. Il y avait très peu de monde en physique solaire, hein, par exemple. On était 6 ou 7 à peu près. Par contre, il y a des matières quand même du coup, qui sont reliées, hein. Physique solaire et plasma sont très reliés, milieu interstellaire aussi. Ce sont des matières peut-être qui sont plus spécialisées, qui rentrent moins dans le détail. Donc, je trouvais, par exemple, au niveau des examens, c'était plus simple du coup. Et puis, voilà. Ouais, simplement, comme vous pouvez voir, donc typiquement physique solaire, donc ce qui est en gras, physique solaire, plasma astrophysique et milieu interstellaire, vous voyez que DG ne peut, enfin les personnes qui sont en DG ne peuvent pas le prendre. Donc typiquement, si c'est des matières vraiment qui vous tiennent à cœur et que c'était pour ça que vous voulez faire notamment le master d'astrophysique, enfin un master d'astro, bah, dans ces cas-là, bah, faites attention parce que bah, du coup, vous ne pourrez pas les prendre. Donc voilà. Et là, il y a une autre, par contre, bon, je ne l'ai pas mis, on ne l'a pas mis avec Paul, mais il y a une autre UE qui est T10. Et donc ça, pareil, par contre, au contraire, c'est creux résamé au DSG. Donc il faut juste bien faire attention sur la plaquette voilà, des cours. Donc bon, on va peut-être pas du coup refaire le détail Ouais. parce que ça a été déjà fait par Emma et Thomas. Mais donc en soi, personnellement, les projets méthodologiques, je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est des micro-stages. Donc ça a commencé en novembre et ça a terminé en janvier. Donc en gros, c'est à peu près 2 mois. C'est une fois par semaine, vous êtes en laboratoire, vous travaillez avec une équipe de recherche. Donc c'est presque une micro-alternance et je trouve ça génial parce que du coup, pour les personnes comme moi qui avons fait leur premier stage de recherche en Master 1, bah, ça fait un petit peu d'expérience, l'air de rien, avant la thèse, par exemple. Et c'est vraiment cool. J'ai travaillé sur les résultats de la collaboration Planck pour faire les cartes de CMB. Et c'est vraiment génial. Donc, c'est de l'analyse de données. Et d'ailleurs, je refais de l'analyse de données la semaine prochaine pour le stage d'observation. J'irai à Nancy pour faire de la radioastronomie. Voilà. Et toi, du coup, Paul Et du coup, pour ma part, au niveau projet méthodologique, moi, j'ai fait la modélisation numérique parce que c'est vraiment axé dans ce que je veux faire après au niveau méthodologie. Par contre, en tout cas cette année, il y a eu pas mal de monde qui avait demandé à faire ce projet et du coup, ça a été un peu. On ne sait pas trop comment a été fait après la répartition et qui a été choisi pour la modélisation. Mais oui, il y a beaucoup de monde. Il y a 3 sujets. Donc un sujet, comme avait dit Thomas, c'est l'étude de l'évolution des disques d'accrétion. Là, c'est un projet qui se fait à 6 et vu que le code est très long, chacun se répartit pour faire le code. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'avais fait, c'était de la diffusion, donc un projet de diffusion avec la méthode de Monte Carlo. Là, par contre, on était 3 dessus, mais c'était individuel. Et le troisième sujet, c'était modélisation des systèmes à un corps. Donc là, c'est plus axé gravitation. Et là, ils étaient à 3 dessus, mais c'était en commun aussi. Donc pour le stage, voilà, donc c'est exactement la même chose qu'a dit Thomas et Emma. Donc juste on est aidé, on a une plateforme qui vraiment condense la plupart des propositions de thèse, mais même on a chaque semaine, plusieurs fois dans la semaine d'ailleurs, des propositions de thèse qui sont relayées par les responsables de formation. Donc franchement, en termes de choix, vous en avez. Après, en termes de sélection, ça c'est encore une autre chose. Mais voilà, on est vraiment soutenus. Donc, faudra après on expliquera ça bien l'après-midi. Mais donc, pour faire un choix de thèse, il n'y a pas juste le sujet qui compte. Même c'est pas forcément la priorité, même pour choisir une thèse. Donc, on en parlera cet après-midi. Voilà. Et donc, on vous conseille au maximum, hors période Covid, vraiment de vous déplacer pour rencontrer les chercheurs, parce que si c'est le directeur de thèse, il faut vraiment voir si l'aspect humain fonctionne. C'est vraiment important. Vous y passez 3 ans de votre vie. Et à la fin, c'est pas négligeable puisque vous allez faire le but d'une thèse, c'est quand même contribuer à la communauté scientifique, donc c'est vraiment pas négligeable. Et donc, il faut vraiment que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Donc, d'où de vraiment aller sur place aussi, voir si l'environnement vous plaît. Et donc, n'hésitez pas aussi à parler avec des anciens doctorants qui a eu ce directeur de thèse, avec les doctorants actuels et même ses collègues aussi. C'est vraiment des informations assez précieuses. Du coup, pour terminer, donc comme ça, on va passer au diplôme universitaire.
Donc, pour faire un résumé donc, du master. Donc, le master s'appelle SUTS, qui appartient du coup à PSL. En fait, par abus de langage, les autres étudiants ont pu dire AIS, qui veut dire astronomie, astrophysique et ingénierie spatiale. En fait, cet intitulé vaut pour les universités partenaires, donc Sorbonne, l'Université Paris-Saclay, l'ENS. Mais donc, si jamais vous êtes inscrit administrativement à l'Observatoire de Paris, ça veut dire que vous avez fait partie du Master 1 de l'Observatoire de Paris. En fait, vous allez être, votre diplôme sera donc délivré par PSL, donc ce regroupement d'écoles auquel l'Observatoire de Paris fait partie. Et donc, du coup, votre master s'appelle Sciences de l'univers et technologie spatiale. Donc, c'était juste une petite précision parce que ça vous pouvez être un peu perdu parce qu'on ne dit pas forcément les mêmes noms. Mais voilà, donc ici, on parle vraiment du master SUTS. Donc, la première année, elle est généraliste. Et ensuite, vous avez 4 parcours, 4 spécialisations différentes. Donc 3 plutôt typées recherche, donc planétologie, dynamique des systèmes gravitationnels et astrophysique que nous venons de vous présenter. Et il y a aussi l'aspect ingénierie aérospatiale, donc OSAE, l'outil et système de l'astronomie et de l'espace. Voilà, donc les prérequis pour faire AEA, c'est donc avoir un Master 1, mais pas forcément d'astro ou de physique fondamentale. On peut faire de la physique appliquée, des mathématiques, un diplôme d'ingénieur, et même c'est ouvert aux étudiants à l'international. Donc, encore une fois, ne vous mettez pas de barrière, franchement, foncez et tentez. Et ensuite, le processus de recrutement, donc c'est sur dossier dans un premier temps, donc c'est-à-dire lettre de motivation, plusieurs lettres de recommandation, 2 à 3, votre CV, relevé de notes de licence et de Master 1, et enfin, le choix se fera par un jury pendant un entretien. Je te laisse conclure, Paul. Oui, alors bon, là, on a résumé les liens qui sont utiles donc pour la candidature. On vous donne accès aussi au PDF de notre emploi du temps cette année, donc ce n'est qu'un exemple, mais ça vous donnera une idée. Les brochures de cours aussi pour avoir vraiment tous les détails sur les cours. Et du coup, le site SF2A pour si vous voulez voir la liste des stages qui sont proposés. Là, il y en a 263, je crois, qui ont été proposés cette année. Donc voilà. Vous trouverez chaussures à votre pied, normalement. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de sujets. Bah, on peut juste dire, Paul, tu fais quoi comme stage, toi, du coup? Moi, je fais un stage sur la formation des magnétars. Donc, c'est des étoiles à neutrons qui ont en fait un champ magnétique extrêmement fort, beaucoup plus fort que les étoiles à neutrons classiques. Et du coup, moi, c'est très axé modélisation et simulation simulation MHD, magnéto-hydrodynamique. Donc, moi, ça reste assez théorique et numérique. C'est au CEA, même. C'est au CEA, à Saclay. Alors que donc moi, je suis plutôt dans l'astronomie des ondes gravitationnelles, passion depuis toujours, vraiment. Donc je suis très heureuse de pouvoir faire mon master 2, mon stage de recherche là-dedans. Donc je suis à l'APC, donc le laboratoire d'astroparticules et de cosmologie de l'Université de Paris, donc d'Hydro. On retourne un peu aux origines. Voilà, voilà, étudier sur le projet LISA, qui est le projet de nouveau interféromètre laser pour détecter les ondes gravitationnelles, mais qui donc, va être lancé normalement en 2034 par l'ESA et dans l'espace, pour détecter non plus des fusions de trous noirs stellaires, donc des petits trous noirs, mais des trous noirs beaucoup plus gros, qui s'appellent les trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Voilà, donc voici nos contacts. Si vous voulez nous poser d'autres questions plus précisément sur les formations ou quoi, n'hésitez pas. Et juste en dessous, vous avez les mails de tous les responsables. Et comme vous avez pu voir, comme c'est un master donc qui lie plusieurs universités, il y a un référent par université. Mais plus généralement, vous pouvez juste envoyer responsable.m2r@opspm.fr. C'est une liste de diffusion, ils sont tous dedans. Et voilà, comme ça, il y en aura un qui répondra et ce sera peut-être plus efficace pour vous si vous avez une question. Voilà. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a eu des questions depuis? Je ne pense pas. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra soit en fin de session, soit tout à l'heure, pendant l'après-midi. Donc, nous allons passer. Donc, nous avons fini les masters de l'Observatoire.